Le collega Wieland. Monsieur Wieland. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst will ich mal. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes remerciements. Merci de nous avoir donné l'occasion, à mon collègue Yar et à moi-même, de contribuer au succès de cette visite. Mais permettez-moi de vous livrer quelques impressions. Je suis moi-même juriste et il y a de cela pas mal d'années, je me suis occupé en qualité de juriste de droit familial, de droit des familles. Et je dois dire que j'ai été très impressionné par le travail de l'ISD et par le travail des organes d'association en quelque sorte. Donc un juge français notamment fait partie de cette organisation et qui a l'occasion de travailler dans un programme d'échange en quelque sorte auprès des autorités allemandes et qui se penche sur les problèmes de mariage transfrontalier, de divorce, afin d'essayer d'éviter les difficultés. Et par le truchement de l'ISD, on a essayé effectivement d'apporter des services à un service juridique dès lors qu'il s'agit de mieux connaître les dispositions juridiques d'un État tiers. Alors, ça a été un excellent voyage, mais je crois que le deuxième voyage était tout à fait utile dans la mesure où nous nous étions un petit peu confrontés à des difficultés au cours du premier voyage, de la première mission, en raison de ressources insuffisantes. On avait un document de travail et c'est une seule personne qui s'est chargée de l'élaboration de ce document. Et là, on avait un petit peu l'impression que c'était la position officielle. Or, ça n'était pas le cas. On ne pouvait pas en rester là. Donc, il était indispensable de procéder à un deuxième déplacement parce qu'on ne pouvait pas laisser ce malentendu régner. Ça n'était pas l'avis de tous qui était représenté dans le document consécutif au premier déplacement, au premier voyage. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ah, je ne sais pas. C'est peut-être lié au problème de traduction, mais ça n'est pas nécessairement le cas. Mais lorsqu'on parle de cercle vicieux, Monsieur Bolland, lorsque l'on utilise des termes en nous disant que l'on trépigne ou que l'on foule aux pieds les droits des citoyens, sont des façons d'exprimer les choses qui donnent l'impression que tout cela est fait de façon délibérée. Or, ça n'est pas délibéré. Dire qu'il y a des endroits où on ne respecte pas les droits citoyens, ça, je ne dis pas que ça n'est pas le cas, ça arrive dans tous les pays. Je ne dis pas que ça n'est pas le cas chez nous, mais regardez à Strasbourg par exemple, on voit également le même. Je vois les listes, mais dire fouler aux pieds, ça veut dire que c'est une approche systématique en quelque sorte. Et très franchement, dans le rapport de Madame Yertova, je serais très heureux qu'on reprenne certaines des chiffres de la mission d'enquête, dire quel est le nombre de milliers de mariages sur les 80 millions. Et qu'on donne un petit peu combien de centaines de milliers de divorces ont lieu et puis donner des chiffres en pourcentage. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun contrôle. Pour toute mesure prise par le Jugendamt, on peut saisir les autorités judiciaires et un tribunal. Et je suis tout à fait prêt à voir quelle est la durée moyenne des procédures dans les tribunaux des différents États membres. Dans droit civil, normal, je crois que pour un pays du Sud, et il ne s'agit pas de la France, mais pour un pays du Sud, on me disait que lorsqu'il y avait des difficultés, on allait en Allemagne et on demandait à l'Allemagne, un juge allemand, d'être un petit peu arbitre. Donc je ne veux pas opérer des jugements à la hâte comme ça, mais malgré tout, il faut savoir que les choses ne sont pas si lentes que cela en Allemagne. Et puis, on n'a pas toujours un Jugendamt qui propose la mise en tutelle des enfants. C'est généralement en dernier recours, en ultima ratio, que l'on opte pour cette mesure-là du côté du Jugendamt. Et puis, l'alternative, c'est l'affaire Colombo, où effectivement, on retire de la famille l'enfant et l'enfant est amené dans un État tiers ou même en dehors de l'Union européenne et où l'on ne voit tout simplement pas l'enfant et où il n'y a tout simplement aucun recours juridique parce que l'on n'arrive pas à situer, à localiser l'enfant en quelque sorte. Et là, il y a une véritable activité criminelle.
Parce que dans le deuxième pays concerné, en l'occurrence, on peut emprisonner le parent en question parce qu'il s'agit de ce que l'on considère comme un enlèvement. Et puis un dernier point. On se plaint toujours des autorités. Ça, c'est typique. On se plaint de la longueur des procédures. Et même chose pour le Jugendamt. Ça, c'est le cas dans tous les États membres de l'Union européenne. Mais maintenant, que l'on ait toute une série d'affaires dont on est saisi, ça n'est pas lié à l'efficacité des autorités dont on a pu juger au cours du déplacement, mais il s'agit également d'individus qui ont été identifiés comme étant des criminels parce qu'ils ont été coupables d'enlèvement d'enfants, et il s'agit de cas très spécifiques dans lesquels il y a eu un divorce, mais un divorce qui a pour conséquence des litiges, des différends, et pour lesquels il faut agir. Et maintenant que dans ces cas-là, en tout dernier recours, on opte pour la mesure proposée, c'est autre chose que de dire que c'est généralisé. Et il ne faut pas penser que dans d'autres États, l'on n'opte pas pour les mêmes mesures et qu'on ne s'adresse pas à la commission des pétitions. Si on estime ne pas avoir été traité de façon équitable, alors on peut introduire un recours auprès de la commission des pétitions du Parlement européen. Et enfin, et je conclus, le seul élément important ici, il ne s'agit pas de savoir si en Allemagne, ici ou là, des erreurs ont été commises par des autorités. La seule question qui se pose ici, c'est la suivante. Est-ce que le système allemand a vraiment pour objectif de délibérément limiter les droits des citoyens de pays tiers européens en Allemagne? C'est cela la question qui doit se poser. Et ça, c'est la question clé, c'est de savoir si le système et les procédures administratives allemandes, les procédures judiciaires dans les tribunaux allemands, si ces procédures ont pour conséquence une limitation des droits des citoyens européens, et non seulement ont pour conséquence, mais si ces procédures visent une limitation des droits des citoyens européens. Ça, c'est la seule question qu'il faut se poser. Et c'est la question que se pose la Commission européenne. Tout le reste, c'est une question d'organisation pour lequel n'est compétent que chaque État membre à titre individuel. On ne peut pas parce que si l'on commence à s'intéresser aux pratiques administratives de tels et tels États, on risque d'avoir de sérieuses surprises. Je pense notamment aux droits administratifs d'un pays du sud de l'Union européenne dans lequel il y a des pratiques qui sont un petit peu curieuses. Mais ici, la question qui se pose, c'est est-ce que la structure a pour objectif délibéré de fouler aux pieds ou de violer les droits des citoyens européens? Merci. Monsieur Becker. Tout d'abord, merci beaucoup à vous, Madame, d'avoir mené la délégation à Berlin, et merci pour votre rapport. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le document de façon approfondie, je ne l'ai reçu qu'hier. Ceci étant dit, Monsieur Yard et Monsieur Wieland ont très bien préparé ce déplacement et il a été riche en enseignements pour moi, cette visite à Berlin. Ça nous a vraiment permis de faire un état des lieux de la situation sur le terrain et sur place. Et le rôle de nos interlocuteurs a été un rôle extrêmement constructif. J'ai trouvé que nos entretiens ont été très productifs et il y a un certain nombre de domaines que nous avons abordés et d'ailleurs nous avons eu l'occasion d'y revenir ici même et ils figurent dans le rapport. En tant que membre de la commission des pétitions, permettez-moi de vous dire ceci. Il s'agit simplement de quelques remarques ou de quelques petits compléments d'information de ma part à l'usage des membres de la commission des pétitions, mais je vous les fournirai par écrit pour ne pas monopoliser la parole. La présidente, Monsieur Yard. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup d'avoir d'avoir participé à ce déplacement. Nous avons pris plaisir à l'organiser. Je tenais simplement à revenir sur certains éléments de contenu, même si Monsieur Wieland en a évoqué quelques-uns. On nous dit, ça n'est pas juste de dire que certaines questions n'ont pas été réglées, à mon sens. Parce que c'était une visite de plusieurs jours qui avait été proposée par la partie allemande et il se trouve que ça n'a pas été possible. Donc on a dû se contenter de 2 jours. Il n'y avait que 2 ou 3 jours au cours desquels on pouvait être présent. Donc on aurait pu
si on avait prolongé la visite, aborder d'autres sujets, répondre à d'autres questions et répondre aux questions qui n'ont pas trouvé réponse. Mais comme l'a dit M. Bolland, dans la version définitive du rapport, il serait bon que l'on envoie cette version définitive à la partie allemande de manière à ce qu'il puisse éventuellement apporter des compléments d'information. Pour la question du Jugendamt, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit déficit d'information. Ce ne serait pas juste du côté de trop en demander à la partie allemande parce que la visite était trop courte pour que l'on puisse répondre à toutes les questions. Et enfin, vous savez, le travail du Jugendamt n'est pas facile. Il y a eu une affaire, il s'agit d'un mariage de deux individus de milieux issus de la migration, mariés en Allemagne, et la fille et la mère ont demandé à ce que le Jugendamt retire du milieu familial l'enfant. Parce que il y avait violence de la part du père. Le Jugendamt a fixé une date pour un arbitrage pour pouvoir entendre les uns comme les autres. Le service des familles a octroyé ce droit de protection à la mère et à l'enfant. Et ensuite, le père a tué la mère et l'enfant dans la rue. Et là, j'aime autant vous dire que dans la presse, ça a fait la une des journaux. Comment est-ce que le Jugendamt a-t-il pu ne pas offrir une protection policière? Comment se fait-il que ces arbitrages n'aient pas eu lieu dans un endroit protégé? Alors, vous voyez un petit peu à quel point certains parents se sentent mis à mal. Et le père estimait que c'était à tort que on lui retirait son enfant, d'où les tensions qui existent. Ceci étant dit, c'est un cas spécifique. La plupart des divorces se passent de façon assez harmonieuse. En général, le droit de garde est accordé à l'un, à l'autre ou aux deux. Mais ça n'est pas toujours facile lorsqu'il y a des distances importantes entre les deux parents, parce que les compromis sont difficiles à obtenir lorsque les distances qui séparent les deux parents sont considérables. Par exemple, si un parent habite à Munich et la mère habite en Sicile, par exemple, évidemment que ça n'est pas facile de régler exactement comment on va organiser la garde alternée. Je ne sais pas, par exemple, voyez-vous. Donc, permettez-moi de vous dire qu'il serait bon de donner des chiffres, combien de divorces, combien de décisions, combien d'arbitrages doivent avoir lieu pour le droit d'éducation, pour le droit de garde des enfants, quelles sont les décisions qui ont été prises, dans quelles situations. Ce serait bon d'avoir des chiffres et des statistiques. Et enfin, en conclusion, je souhaiterais que ne mette le point final à ce rapport qu'une fois que nous aurons effectivement obtenu les réponses aux questions qui ont été posées.